Alors, on parle de physique quantique aujourd'hui? Oui, oui, oui. Bon. Alors, la physique quantique, comme vous savez, est un vaste domaine qui suscite bien des débats quant à son interprétation. Alors, le mot interprétation ne me plaît pas trop, mais on verra ce que cela recouvre. La physique quantique a un problème central, c'est celui de la mesure. Et comme je l'ai évoqué la dernière fois, je crois, la physique quantique nous force à nous poser la question de la perception du monde, parce qu'après tout, une mesure, c'est une prise de connaissance de l'état d'un système. Et la question se pose de qu'est-ce que c'est, en fait. Or, jusqu'à la physique quantique, en physique, on suppose que les systèmes physiques sont dans un certain état qui peut nous être inconnu partiellement. Et si on veut en savoir davantage sur le système, il est possible d'interroger en quelque sorte le système, c'est-à-dire de le faire interagir avec un dispositif capable de nous révéler certains aspects de cet état. Et donc une mesure, c'est la mise en interaction du système qu'on cherche à mesurer avec un instrument de mesure. Je vais mettre donc mesure. Donc, je vais le noter schématiquement. Un système mis en relation avec un instrument de mesure. Alors, qu'est-ce qu'un instrument de mesure? C'est quelque chose qui mesure. Et qu'est-ce qu'une mesure? C'est la mise en relation avec un instrument de mesure. Donc, pour l'instant, je n'ai rien dit, mais et l'instrument de mesure ayant, par définition, la capacité de nous instruire sur l'état du système. Donc, information sur l'état du système. L'idée étant que le résultat de cette interaction entre le système et l'instrument de mesure dépendent de l'état du système. Et donc, en constatant le résultat de l'instrument de mesure, donc information sur l'état d'un système, par constat du résultat de cette interaction. Et tout est là, tout est dans ce mot-là, qu'on a cru longtemps pouvoir complètement, enfin, pas négliger, mais dont on a cru qu'il posait aucun problème. Enfin, je dirais même pas qu'on a cru qu'il posait aucun problème, c'est que on a fait comme si, ça ne veut pas dire qu'on croyait que c'était vrai, mais on essayait de voir jusqu'à quel point on pouvait aller sans se préoccuper trop de ce que veut dire constater le résultat d'une interaction, parce qu'après tout, on constate le résultat d'une interaction, et donc, même si on ne comprend pas comment se fait le constat dans la conscience d'un humain, de fait, il se fait, et donc, ok, c'est mystérieux ce qui se passe derrière, mais ça a lieu, et j'en prends acte, et je regarde le résultat, et le résultat m'informe sur un état du système. Alors, il y a plusieurs idées sous-jacentes, dont en fait, la plupart, si ce n'est toutes, vont demeurer en physique quantique par rapport à la physique classique. Alors, pour que ce schéma général soit un peu moins abstrait, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre l'exemple de la mesure de la température d'un système. Donc, je prends un verre d'eau.
qui a une certaine température, donc à l'équilibre thermodynamique. Donc je l'ai laissé reposer pendant un petit moment. Et donc, selon la description de la physique, mais qui est très bien vérifiée, justement par tous les constats de mesure et d'interaction avec le système, je vais peut-être l'écrire en toutes lettres, thermodynamique, l'idée c'est qu'à l'équilibre thermodynamique, il y a une certaine température, donc il y a une certaine grandeur physique qui s'appelle la température, T, pourquoi pas, qui caractérise le verre d'eau. Alors, ce n'est pas la seule grandeur qui caractérise, enfin, je vais souvent dire le verre d'eau, ce dont je parle, c'est de l'eau dans le verre. Le système, on dit un verre d'eau, mais le verre, c'est ça, et l'eau, le système physique dont je parle, c'est l'eau qui est contenue dans le verre. Donc, il y a différentes grandeurs physiques qui peuvent caractériser l'état de l'eau dans le verre, en particulier son volume, sa masse, sa pression, et par exemple sa température. Tout ça est lié, comme vous savez, il y a des équations d'état, vous ne pouvez pas avoir n'importe quel volume, n'importe quelle température et n'importe quelle pression, il y a des liens entre tout ça, mais peu importe, il y a différentes grandeurs physiques. Il y en a une en particulier qui est la température, on fait tous cette expérience-là, et la question c'est qu'est-ce que c'est la température? Alors quand on fait de la thermodynamique puis de la physique statistique, on peut relier ça en fait à l'énergie d'agitation, à l'énergie cinétique des molécules dans l'eau, mais peu importe. Le fait est qu'il y a une certaine grandeur, en l'occurrence une grandeur qui n'est définie que macroscopiquement, donc ce n'est pas forcément le meilleur exemple, pense-t-on en tout cas pour parler de la physique quantique, encore qu'on verra comment généraliser ça, mais peu importe. C'est une grandeur physique. Là, j'illustre le processus de la mesure. On a une grandeur physique qui caractérise l'état du système. Et qu'est-ce que ça veut dire mesurer la température? Ça veut dire faire interagir le système physique, l'eau dans le verre, avec un thermomètre. Donc, par exemple, je mets un thermomètre à mercure. Avec donc du mercure dedans ou de l'alcool si on préfère, et des graduations. Et en fonction de la température, le mercure ou l'alcool monte plus ou moins haut, se dilate plus ou moins. Donc il y a un effet physique associé à cette grandeur physique. Et mesurer la température de l'eau, ça consiste à regarder, donc constater, faire le constat du résultat de l'interaction entre le système mesuré et l'instrument de mesure, et je regarde jusqu'où monte le liquide, là, et si j'ai gradué ça, j'ai gradué ça avec des repères ici, et donc une lecture, enfin une mesure de la température, c'est une lecture de l'endroit atteint par le fluide qui se dilate à l'intérieur. Donc, évidemment, pour pouvoir mesurer la température, j'ai besoin d'un instrument qui est sensible à la température. Et c'est justement parce que l'instrument réagit de façon différente si le système a différentes températures, que je peux mesurer la température. Si j'ai préalablement calibré ou étalonné l'instrument, mais je ne rentre pas dans les détails qui sont très délicats de définition d'une échelle absolue avec des unités, etc. Sinon, on va aller trop loin, même si c'est passionnant, et peut-être on aura l'occasion de le faire, peut-être il faudra le faire au fil de la discussion, on verra, mais pour l'instant, j'essaye de voir de façon très abstraite, très générale, qu'est-ce que c'est qu'une mesure? C'est donc la mise en interaction d'un système avec un instrument de mesure, l'instrument de mesure étant un instrument de mesure d'une certaine grandeur physique, et pour être l'instrument de mesure d'une certaine grandeur physique, il faut que le résultat de cette interaction dépende
de la valeur de la grandeur physique mesurée. Donc l'exemple de la température est très clair. Alors évidemment, il y a tout un tas d'hypothèses derrière. Pour que ce soit un bon instrument de mesure, il faut d'abord que, non seulement que le résultat de cette interaction soit constatable, c'est-à-dire que je puisse voir, parce que si je mets, je sais pas, si je mets, par exemple, si je mets un thermomètre comme ça, mais il est opaque, je ne vois pas le niveau du liquide dedans, donc évidemment, j'ai fait interagir, le résultat de cette interaction a conduit à un résultat, enfin, le résultat de cette interaction, pardon, dépend de la température, c'est-à-dire que le fluide, le niveau de fluide a monté, mais si je suis incapable de voir où il est arrivé, évidemment, ce n'est pas un instrument de mesure, même si c'est une interaction qui a conduit à un résultat qui dépend de la température. Donc, c'est évident, mais l'idée de constater le résultat est absolument capitale. Sinon, je n'ai pas fait de mesure, même si j'ai fait interagir le système avec quelque chose qui potentiellement pourrait la mesurer, mais tant que je ne regarde pas, il ne se passe rien. Alors, il faut que je puisse le constater. Alors après, ma connaissance de la physique me permet d'interpréter ce constat du résultat en termes d'une valeur pour la grandeur physique. Bon. Mais, et ça, c'est obtenu par un argument de cohérence. C'est-à-dire, effectivement, je peux, par exemple, plonger ce même thermomètre dans un verre d'eau, laisser aussi à température ambiante, évidemment j'utilise déjà le mot de température, mais ou si vous voulez, je mets en équilibre thermique ces deux verres d'eau, je laisse l'équilibre s'établir, si je mets le thermomètre ici et si je le mets là, je vais avoir le même résultat. Si ce n'était pas le cas, alors soit la grandeur température est mal définie ou ne correspond pas à ce que je crois ou ne s'établit pas par équilibre, enfin ne caractérise pas un équilibre, soit l'instrument il est bidon, il dépend d'autres choses que je n'ai pas pris en compte et à ce moment-là, ce n'est pas un bon instrument de mesure de la température s'il dépend de tellement d'autres choses que je ne sais pas contrôler, etc. Donc je passe sur tous ces aspects pratiques qui permettent à la fois de définir une grandeur physique comme quelque chose qui caractérise l'état du système, en ce sens que si cette grandeur a une autre valeur, alors le système se comporte autrement, au moins dans certaines circonstances, et tout ce qui établit donc qu'un instrument de mesure est un bon instrument de mesure, c'est-à-dire qu'il réagit, enfin qu'il réagit différemment suivant la valeur de la grandeur mesurée. Donc, il y a beaucoup de conditions de cohérence pour la définition d'une grandeur physique, que ce soit quelque chose de pertinent, qui a un sens physique, c'est-à-dire qui puisse se retrouver à l'identique dans différentes conditions, qui puisse être reproductible, enfin voilà. Mais on a une description du monde en termes de grandeur physique, et j'ai déjà longuement commenté le fait qu'il est extraordinaire qu'on arrive à ramener essentiellement tous les comportements constatables mécaniquement, y compris chimiquement, etc., à quelques grandeurs physiques essentielles, organisées les unes avec les autres au sein de lois physiques qui ne sont pas très compliquées, qui ne sont pas très nombreuses, etc. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, on est capable de mettre le doigt sur des grandeurs physiques qui sont pertinentes au sein de la réalité physique, d'une part, et d'autre part, des instruments de mesure qui sont capables d'en révéler les valeurs. Ok, oui? Je n'ai pas très bien compris. Pourquoi vous avez parlé du second verre? D'un second verre et en équilibre thermique. Parce que donc l'idée, c'est que la grandeur que je mesure est quelque chose qui caractérise l'état du système quand il est à l'équilibre, quand il est, par exemple, déjà lui-même à l'équilibre, alors à l'équilibre thermodynamique, toutes ces définitions sont circulaires.
mais c'est la cohérence globale qui est importante. Déjà, si je mets le thermomètre ici, ou là, ça ne va pas changer. Donc l'équilibre, enfin, dire que l'eau est à l'équilibre thermodynamique, c'est dire que justement, enfin, la définition, c'est quand même qu'il y a une grandeur qui ne varie plus et qui s'établit conjointement, enfin, qui est la même partout. Donc là, en fait, c'est une autre façon de dire que cet endroit-là est en équilibre avec celui-là est en équilibre avec celui-là, c'était pour les distinguer. Si je mets le thermomètre ici et qu'il mesure autre chose, alors ce qu'il mesure n'est pas quelque chose qui caractérise les systèmes qui sont en équilibre l'un avec l'autre. Donc, mais c'est qu'un exemple de grandeur physique. Après, je vais en prendre un autre qui est celui par lequel on peut vraiment établir le cœur de la physique quantique. Mais je pense qu'il est important tout de suite de parler de qu'est-ce que ça veut dire mesurer. Ça veut donc dire faire interagir le système qu'on cherche à mesurer avec un autre système physique qu'on appelle instrument de mesure, mais c'est juste un autre système physique, tel que l'interaction entre les deux produit un résultat qui dépend de la grandeur qu'on veut mesurer. Je pense que c'est un peu abstrait, mais vous voyez l'idée générale, et on ne voit pas comment ça peut être autrement. Et effectivement, si le résultat de la mise en relation ne dépend pas de la grandeur qu'on mesure, comment ça pourrait donner une information sur la grandeur? Ça va de soi. OK. Donc c'est ça, mesurer. Bon, on verra si on a besoin d'introduire d'autres éléments plus tard. D'accord. Alors, il y a donc on a clarifié la mesure, abstraitement, je dirais. Il y a une autre notion importante et qui est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le penser, c'est la notion de système physique tout court. Quand on parle d'un système physique, on isole certains éléments de la réalité physique globale en disant, on l'isole, c'est-à-dire que, on les isole, ces éléments, tout en les regroupant entre eux, c'est-à-dire qu'on identifie un système, je n'ai pas tellement d'autres mots pour dire ça, qui est identifiable par lui-même, justement. Hein, donc il y a l'idée que ce soit identifiable, mais identifiable par qui, par quoi? Est-ce que le système s'auto-identifie? Est-ce qu'il y a une définition intrinsèque d'un système comme ça? Ça aussi, on a toujours fait comme si ça allait de soi, que je considère un certain ensemble d'éléments et j'ai le droit de les considérer ensemble. Alors attention, ça peut être, le système physique, ça peut être cet objet-là, celui-là et la chaise. Il n'y a pas besoin qu'ils soient reliés. Je désigne un certain nombre de choses et voilà le système que je considère. Ce n'est pas obligé de former une entité physique, géométriquement connexe, etc. Mais je peux désigner des choses, et on a beaucoup insisté là-dessus dans les tout premiers cours, des choses que je peux réidentifier au cours du temps, c'est-à-dire je peux effectivement désigner quelque chose qui persiste, et c'est sa persistance qui me permet de l'identifier, justement. Quelque chose qui n'existe qu'un instant, ça n'a aucun sens. On peut pas, sans parler du fait que la notion d'instant a volé en éclats avec la relativité. Mais on reste au niveau vraiment très général de qu'est-ce que c'est qu'un système. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait forcément définir de manière claire. Alors on peut axiomatiquement postuler des propriétés d'un système et dire c'est ça un système, mais ça restera qu'un postulat, et de toute façon, donc ça fait appel à une certaine intuition qu'on peut effectivement identifier des sous-ensembles de la réalité qu'on appelle système, très bien, ou système physique, ou
ou élément du monde, enfin comme vous voulez, on va dire système, parce que je pense que ça se comprend bien. Et puis l'idée de système montre que, oui, ce n'est pas forcément un objet. Alors ça peut être un objet, ça peut être une particule élémentaire. Admettons que ce concept a un sens qui coïncide tant soit peu avec notre intuition, mais ça peut être donc vraiment un système, un ensemble de choses avec des relations internes, etc. N'empêche, je considère un système. Donc il y a cette question-là, et on verra que la physique quantique soulève des questions aussi importantes là-dessus. Mais, c'est important, la physique quantique ne remet pas en cause la notion de système, continue... Alors, bon, oui, c'est difficile de ne pas aller trop loin, trop tôt. La notion de système demeure. Donc on considère qu'il y a des systèmes qu'on peut considérer en tant que tels. Et il y a aussi un autre mot clé ici très important, je vais mettre en bleu, c'est l'état du système. C'est l'idée que les systèmes se trouvent à chaque instant dans un certain état qui les caractérise. Donc ça veut dire que le système peut être caractérisé. Alors l'idée, c'est qu'il s'auto-caractérise, c'est-à-dire que vraiment, il y a un état. Il est ce qu'il est. Un, il est ce qu'il est dans sa définition. Deux, il peut se trouver dans différents états. C'est-à-dire que le même système, par exemple l'eau dans le verre, qui est le système, peut être dans l'état où la température est 20 degrés, peut être dans l'état où la température est 30 degrés. Strictement parlant, on pourrait dire que ce n'est pas le même système. Si, c'est le même système, c'est-à-dire j'identifie, si vous voulez, les molécules de l'eau, j'ai un certain système, mais il peut y avoir plusieurs états. Donc il peut y avoir plusieurs états de température, donc plusieurs valeurs pour la grandeur physique température associée à ce verre d'eau, mais il peut y avoir différents états de position, c'est-à-dire que le verre d'eau il pourrait être là en fait, ou là. Donc on va dire que c'est des états de position. Enfin, à chaque fois, hein, quand je dis là, c'est par rapport à un référentiel, etc. Donc on se met dans un référentiel dès le départ. Du coup, je peux définir un instant et je peux définir une position. D'accord ? Après, on peut regarder ce que ça donne quand on se place du point de vue relativiste. C'est-à-dire arriver à une description qui ne dépend pas du référentiel, mais faisons simple, on va essayer d'identifier vraiment la structure profonde de la physique quantique. Je me mets dans un référentiel, j'ai des positions, j'ai des instants, et donc l'état d'un système, c'est précisément ce qui le caractérise à l'instant considéré. Donc j'ai besoin d'une notion d'instant là évidemment, mais justement je suis dans un référentiel, donc je peux faire ça. De toute façon, ça caractérise le système lui-même. Alors si le système est étendu, il peut y avoir des problèmes si on change de référentiel, mais rentrons pas dans ces détails. Caractérise le système à un instant donné. Et il y a une idée d'évolution du système. Alors, évolution. C'est-à-dire que le système passe d'un état à un autre, puis un autre, puis un autre. Éventuellement, l'état suivant, c'est le même. À ce moment-là, on dit que son évolution, enfin, qu'il est stationnaire, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'évolue pas, il se retrouve un instant plus tard, mais il est dans le même état, très bien. Donc, l'évolution peut être une évolution nulle, mais il y a quand même l'idée d'évolution, c'est-à-dire que c'est le même système que je considère à différents instants. Et donc l'évolution, c'est le changement d'état, sachant que le changement peut être nul parfois, et parfois on ne change pas. Mais... Donc il y a une description d'évolution de l'état d'un système. Et vous voyez que pour mesurer un système, eh bien, il faut réaliser, donc comme je disais, une interaction entre le système et l'instrument de mesure. Et l'idée, c'est que j'ai maintenant un système global qui est le système et l'instrument de mesure. Et ce système global doit évoluer vers un nouvel état qui me révèle
la valeur ici de la température. C'est-à-dire que si je mets en contact, c'est comme ça qu'on mesure la température, c'est par contact direct, disons. Enfin, il peut y avoir d'autres façons, hein, mais si je mets en contact un thermomètre avec l'eau dans le verre, le système global constitué du thermomètre et de l'eau évolue vers un nouvel état, et l'idée c'est que ce nouvel état, dans lequel donc maintenant le mercure ou l'alcool a monté jusqu'à un certain niveau, ce nouvel état est censé me révéler l'état du système eau. Alors en principe, idéalement, l'état du système eau, indépendamment du fait que j'ai plongé le thermomètre dedans. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut tout de suite... alors, vous allez voir que ce n'est pas étonnant du tout, en fait. C'est-à-dire, imaginez que mon thermomètre, quand je le plonge dans l'eau à 20 degrés, le thermomètre lui-même soit à 80 degrés. Si je le plonge dans l'eau, il va réchauffer l'eau. Et donc, ils vont se mettre à l'équilibre, et puis je vais lire une certaine valeur ici, qui va être supérieure à la valeur de la température qu'avait l'eau avant que je mesure. C'est évident. Donc, vous notez ici un instrument de mesure idéal. C'est un instrument qui va, donc, tel que si je le mets en interaction avec le système global constitué du système et de l'instrument de mesure va évoluer vers un état qui va me révéler l'état du système, pas l'état du système maintenant, l'état du système avant, sans modifier, alors éventuellement en le modifiant, mais au moins qui va me révéler l'état qu'il y avait avant, et idéalement, en fait, sans le modifier. Parce que sinon, par exemple, si je plonge le thermomètre dans l'eau, s'il modifie la température de l'eau, il y a un moment, ils vont se mettre à l'équilibre et ça ne va plus le modifier. Donc le résultat de la mesure, pour que la mesure soit cohérente, en tout cas, ne serait-ce que pour qu'elle soit lisible, il faut que je parvienne à un état global du système et de l'instrument de mesure que je puisse effectivement constater, mais si le résultat de la mesure change sans cesse, je ne peux rien constater. D'accord? Donc, j'ai besoin d'arriver à un état stable qui me révèle, qui me donne des informations sur ce que je cherche à mesurer. J'ai conscience d'être un peu abstrait, mais vous me dites si c'est... Je pense, avec l'exemple du thermomètre, je pense que c'est clair. Voilà, alors, la notion d'état est quelque chose de capital, et c'est quelque chose qui, également, n'est pas remis en cause par la physique quantique. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un système physique d'une part, et pour chaque système physique, de l'état dans lequel il se trouve. Alors, l'état dans lequel il se trouve, peut-être qu'on ne le connaît pas, peut-être qu'on ne le connaîtra jamais, mais il en existe un. C'est-à-dire que le système est dans l'état dans lequel il est, caractérisé par les valeurs de toutes les grandeurs physiques qui sont pertinentes pour ce système. Une température si c'est pertinent pour le système, une position si c'est pertinent, je sais pas, une vitesse, une pression si c'est pertinent, une charge électrique, why not, et s'il n'en a pas, eh ben, très bien, il est caractérisé par la charge Q égale 0, très bien, enfin voilà, donc il y a un certain nombre de grandeurs physiques qui peuvent être pertinentes pour le système, et à chaque instant, le système se trouve dans un certain état, caractérisé par certaines valeurs des grandeurs. Donc ça, oui, c'est déjà une hypothèse énorme. Oui. Oui, parce que ça pose un peu un problème ontologique, le fait que le système puisse changer, toutes ses caractéristiques peuvent changer, et pourtant on désigne autant le même système. Qu'est-ce qui permet d'identifier si tout peut changer? C'est une question très difficile. Oui, vous...
même sans bouger de place, on évolue dans le temps, donc on bouge, sans pour autant, c'est pas la même personne. Oui, mais c'est ça, la question c'est ça, qu'est-ce qui permet de dire que cet objet, c'est encore le même, c'est encore le même, c'est encore le même, c'est-à-dire comment effectivement je peux identifier un système physique alors qu'à chaque instant, ce n'est pas l'instant d'avant, donc je déclare que cet objet, c'est le même. Alors, qu'est-ce qui me permet de le faire? J'ai envie de répondre, la physique, c'est-à-dire la physique, pas au sens de la science physique, mais la réalité des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, faire cette hypothèse-là, associé au fait qu'un corps, qui est au repos et sur lequel on ne fait rien reste là où il est, etc. Donc la loi d'inertie, si vous voulez, se représenter le monde comme ça est cohérent, c'est-à-dire ça fonctionne, c'est effectivement, je le pose là, je fais un petit tour, je le retourne, je ne le vois pas, et je reviens, et j'ouvre les yeux, et il y est effectivement encore, je le reconnais. Alors comment je le reconnais? Il y a des impressions visuelles de formes qui sont similaires, je m'en souviens de ce que je voyais avant, et je vois que je vois toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire de se souvenir d'un truc? Toutes ces choses-là sont éminemment mystérieuses, mais de fait, c'est pour ça que j'ai parlé dès le premier cours d'une représentation du monde, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme ça qu'on se représente les choses. Qu'est-ce qui nous permet de le faire? On est obligé de répondre qu'il doit y avoir quelque chose dans la réalité physique, dans ce qu'on appelle réalité physique, qui permet de faire ça de façon cohérente. Sinon, évidemment, l'idée ne nous en serait pas venue. Donc, néanmoins, c'est très important la question que vous posez. Qu'est-ce qui nous permet d'identifier un objet, c'est-à-dire de le réidentifier au cours du temps comme étant bien le même objet, quand bien même il serait dans un état différent, c'est-à-dire que si maintenant, en fait, je le fais bouger, je dis que c'est quand même le même, c'est-à-dire que je perçois une notion de continuité dans l'existence, de persistance dans l'être. Effectivement, c'est la question ontologique que vous avez employé le mot-clé. C'est un mystère profond. Enfin, l'ontologie ne peut être qu'un mystère par définition, mais quand on fait de la physique, on essaye de prendre le minimum d'éléments premiers qui nous permettent de rendre compte de l'ensemble de notre expérience physique. Et ce qui est clair, c'est que, en tout cas pour la physique classique, c'est-à-dire pour notre intuition physique, la notion de système, d'objet identifié qui se persiste à soi-même et que donc on peut effectivement identifier et qui peut être dans différents états de température, de vitesse, etc. C'est une notion qui est là, c'est-à-dire qu'on est capable de parler d'objet et on est capable d'en parler d'une façon dont on a l'impression qu'elle est indépendante de la notion de sujet, enfin de notre perception même, parce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose là, que si je le pousse là, à un moment il va tomber, etc. Voilà. Peut-être que ce qui caractérise le fait qu'un objet persévère à être lui-même, c'est que les transformations qu'on lui applique sont continues. Oui, oui. Un état, c'est l'ensemble des transformations continues qu'on peut appliquer. Oui. Alors, je dis, alors c'est important ce que vous dites là, effectivement, la notion de continuité est clé, et il se trouve que la physique est continue, mais d'ailleurs, deux choses. D'une part, je dirais, d'où le problème de voir par exemple un verre d'eau qui s'évapore. Si vous mettez une goutte d'eau là, si on revient dans une heure, elle n'y est plus. Alors, ça se fait de façon continue, mais à une échelle peut-être qu'on perçoit pas. Donc des fois, on voit des discontinuités, effectivement, dont la physique prétend qu'elles n'en sont pas, et effectivement, la physique arrive à traiter continuellement l'ensemble de l'évolution des systèmes physiques. Alors, en physique quantique, sauf quand il y a une mesure, pense-t-on, et moi je dirais, sauf quand il y a un constat, et on verra. Donc ça, vous avez raison, c'est un élément clé. Le deuxième élément, je dirais que, en fait, plutôt encore que dire que ce qui permet de caractériser, enfin d'identifier un système et de le réidentifier, etc., c'est que les évolutions sont continues, donc on arrive à le reconnaître en fait, à chaque instant, c'est ça que vous voulez dire en quelque sorte. Je pense qu'on peut aller jusqu'à parler, en fait, enfin, aller chercher l'essence, peut-être, de la notion d'objet, de corps, de système,
dans la notion de symétrie, c'est-à-dire qu'il y a certaines symétries c'est-à-dire, je peux le voir d'un autre point de vue et c'est encore le même. C'est-à-dire, je peux modifier les descriptions. Enfin, il y a un certain groupe de symétries qui ne modifie pas ce qu'il est, enfin, Ça concerne la configuration spatiale. Oui, mais on peut élargir cette idée de symétrie. C'est plus une intuition qu'autre chose, là. Mais quelque part, en fait, pouvoir dire c'est le même, c'est dire qu'enfin, c'est d'identifier, voilà, je vais le dire comme ça, c'est identifier quelque chose en commun dans deux situations qui sont différentes, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas au même instant. Donc c'est deux situations différentes, mais dont je reconnais l'identité. Et il me semble que c'est l'essence d'une symétrie, en fait. Mais il faudrait le formuler, je n'ai jamais fait l'effort de le formuler plus proprement que ça, mais dire que cet objet, là, maintenant, c'est le même que tout à l'heure et c'est le même que là, maintenant, alors que, on parle de choses différentes, c'est reconnaître un élément commun à des situations différentes. Mais comment le caractériser? Enfin, comment désigner cette chose commune? Alors, effectivement, macroscopiquement, dans la façon dont nous provient l'idée d'objet, oui, il y a une idée de forme, il y a une idée un objet solide peut être déplacé en bloc. Pour l'eau d'une rivière, c'est déjà plus compliqué. Hein, d'ailleurs, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, mais on dit que c'est la même rivière quand même, hein, Héraclite, etc. On voit bien que parler du système, enfin, comment identifier un système physique dans l'eau qui s'écoule? Alors, on a progressé dans notre description du monde, on a réussi à donner un sens un peu plus concret, je dirais, ou mieux défini à cette intuition, en parlant d'un petit volume d'eau qui pourrait se déplacer, mais en se déformant quand même dans le courant. Alors, si on va jusqu'à la notion de molécules, je considère les molécules de l'eau. Ok, donc ça c'est des objets, et donc on se les représente comme des objets ponctuels, ce qui n'est pas du tout le cas. Une molécule, qu'est-ce que c'est vraiment? Justement, quand on arrive à la physique quantique, on arrive à voir que, en fait, c'est pas si simple de dire je considère les molécules de l'eau et puis je regarde comment elles évoluent. Ok, les molécules, donc on suppose que c'est un système, et c'est déjà un système qu'on ne peut pas voir. Mais on le postule comme espèce de support sous-jacent au système qui nous permet de parler d'un système malgré tout. D'identifier un système de molécules dans une rivière qui est en train de couler, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des moyennes, c'est ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique. Hein, vous dites qu'il y a plein de molécules à petite échelle, et puis il y a la rivière, et puis vous prenez un petit élément de fluide dans lequel il y a des milliards de molécules, et donc vous pouvez le considérer en moyenne, donc de temps en temps il y a une molécule qui va sortir, puis d'autres qui va rentrer, mais grosso modo, vous dites, ouais, j'ai identifié un petit élément de volume. Et puis je regarde comment il se déplace. Donc on peut s'en sortir. La physique statistique nous permet de faire des choses comme ça, parce qu'il y a tellement de molécules que même si la notion de molécule individuelle, de la suivre, ça n'aurait pas grand sens, en moyenne, on arrive à donner un sens à ce genre de choses. Mais vous voyez qu'on est tout de suite très bancal, en fait. À chaque fois, enfin, parler d'un système physique, en soi, c'est quelque chose de... Enfin, c'est... L'hypothèse qu'on puisse le faire, déjà, c'est une hypothèse extrêmement profonde sur la réalité physique, mais c'est ça que je voulais souligner, parce que la physique quantique semble remettre en cause énormément de choses, mais justement, la physique quantique ne remet pas en cause la notion de système et ne remet pas en cause la notion d'état, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. La physique, je ne parle pas de la théorie quantique des champs pour l'instant, mais parce que là où cela diffère de la physique quantique, on appelle la mécanique quantique,
c'est déjà là où la théorie classique des champs diffère de la mécanique newtonienne. Donc c'est pas là, c'est pas le cœur du problème. Donc on fait de la physique quantique, je dirais standard, celle qui a mis au jour la structure quantique de la réalité physique. Et donc dans la physique quantique, dans cette physique quantique-là, la notion de système existe. Un système est défini, je dirais, aussi bien qu'en physique classique, c'est-à-dire aussi mal aussi, mais voilà, il y a l'idée qu'on peut désigner un système qui peut être dans différents états, mais qu'on reconnaît quand même comme étant le même système. Alors, quelque part, la physique quantique donne en fait peut-être une définition plus claire de cette chose-là, en parlant justement, en donnant un poids, ou une importance renforcée à la notion d'espace des états. Alors, ça c'est une notion, espace des états, c'est une notion extrêmement importante. Je l'encadre en rouge. Une notion extrêmement importante que vous devez vraiment connaître. Alors, c'est très simple comme notion. L'espace des états, c'est l'ensemble des états dans lesquels peuvent se trouver un système donné. Donc, chaque système a un certain espace des états. Et du coup, en fait, vous voyez que ça permet de définir un système. Vous prenez à partir des états du système. Donc, le système, c'est ce qui peut avoir tous ces états-là. Évidemment, tout ça est défini ensemble. Mais en tout cas, il existe une notion de système, on peut désigner des systèmes, et ces systèmes peuvent se trouver dans différents états, et je prends simplement la collection de tous les états dans lesquels peuvent se trouver le système, et je l'appelle espace des états. Jusque-là, j'ai rien fait, mais le point clé, le mot-clé, c'est espace là-dedans. Enfin, le mot-clé, c'est d'abord état. Qu'est-ce que c'est qu'un état? Donc, quelque chose qui caractérise un système déjà préidentifié par lui-même. Et ensuite, espace, c'est plus que ensemble des états. C'est l'ensemble des états, mais il a une certaine structure. Vous vous rappelez, quand on a parlé de l'espace, on avait dit que ce n'est pas juste une collection de points. Il y a des relations entre ces points, alors il y a une notion de continuité, donc il y a une notion de topologie, on peut définir des ouverts, etc. Voilà. Donc on peut structurer peu à peu un ensemble qui est juste une collection de points sans forme, sans relation de proximité, etc., les uns avec les autres. On peut le structurer petit à petit en mettant une notion de distance, enfin d'abord une notion de topologie, une notion de distance, etc. On peut lui donner différentes structures. Et donc, en physique quantique, on va le voir tout de suite, on va voir comment ça apparaît, l'ensemble des états est un espace des états au sens où il a une certaine structure. Il y a des relations entre les différents états qu'un système peut avoir. Alors, c'est déjà le cas en physique classique, hein, mais simplement, on insiste moins sur cette question en physique classique. Prenons toujours notre exemple du verre d'eau avec le thermomètre. Oublions les autres grandeurs physiques, prenons juste la température. L'eau peut se trouver dans différents états caractérisés par une température différente. Donc je peux considérer l'ensemble des états de l'eau, du point de vue de sa température. Mais cet ensemble, en fait, c'est aussi un espace au sens où il a une certaine structure, c'est-à-dire qu'on a bien une notion du fait qu'il y a une certaine proximité entre l'état à 20 degrés et l'état à 21 degrés. Il y a une proximité plus grande qu'avec l'état à 80 degrés, par exemple. En fait, on a même une notion de continuité au sein de cet espace des états, c'est-à-dire qu'il est doté, pour les mathématiciens, d'une topologie qui nous permet de dire que l'évolution du système, de l'eau, est continue. On peut dire, enfin, ça a un sens de dire qu'elle est continue. Évidemment, si les états sont tous sans rapport les uns avec les autres, disjoints, qu'est-ce que ça veut dire qu'on passe continuellement de 20 degrés à 80 degrés si on chauffe? Oui. Quand vous dites qu'il y a différents états de l'eau à 20 et à 21, ça peut vous dire, par exemple, le positionnement des molécules par rapport à l'autre?
Alors non. Non, parce qu'en fait, en l'occurrence, la température est définie indépendamment de la position des molécules. C'est juste en moyenne, la distribution de leur vitesse est caractérisée si on trace la distribution de leur vitesse, mettons dans la direction, dans une certaine direction. Ça va être une parfaite gaussienne. Et là, donc, il y a beaucoup de molécules qui sont au repos, là, mais au repos à un instant donné. Puis plus tard, celle-là va bouger, puis c'est celle-là qui va s'arrêter. Il y a une certaine distribution, il y en a de moins en moins qui vont de plus en plus vite. C'est une distribution comme ça fait une gaussienne. Et la largeur de cette gaussienne caractérise la température. Donc c'est un truc moyen, parce que c'est une grandeur macroscopique particulière, mais on pourrait prendre une grandeur plus microscopique. Effectivement, on pourrait s'intéresser à un système qui serait une molécule particulière, et à ce moment-là, son état serait caractérisé par sa position, où elle est, dans un référentiel donné, et quelle est sa vitesse. Donc l'état d'une particule ponctuelle, d'un point matériel cher à Newton, l'état d'une particule comme ça dans l'espace, à un instant donné, est caractérisé par sa position, un certain vecteur, R, et sa vitesse, V. Voilà l'état de la particule. Et effectivement, l'état de cette particule va évoluer de façon continue. Alors elle peut rester sur place, mais elle peut se déplacer, mais si elle passe d'ici à là, eh bien elle va le faire en passant par des points intermédiaires. Donc il y a une notion de structuration de l'espace des états, en l'occurrence qui est héritée de la structuration de l'espace géométrique lui-même, c'est-à-dire se déplacer, avoir un état qui varie continuellement, c'est avoir déjà une position qui varie continuellement et une vitesse qui varie continuellement. On ne peut pas passer d'une certaine vitesse à une autre brutalement sans passer par les vitesses intermédiaires. C'est pour ça que la loi de Newton, F égale ma, voilà, nous dit que l'accélération varie, enfin la vitesse varie continuellement, on peut la dériver par rapport au temps, ça donne une accélération. Bon, si ces choses vous évoquent quelque chose mathématiquement, c'est bien, mais sinon vous comprenez l'idée, de toute façon, il y a l'idée d'une évolution continue. Et donc, c'est pareil, en fait, toute évolution est continue en physique, c'est tout à fait extraordinaire. Enfin, bon, ouais, je ne commente pas plus là-dessus, mais... et donc, il y a aussi une certaine topologie dans l'espace des états de température du verre d'eau. La température, ça a un sens de dire que la température évolue continuellement. Alors, le fait qu'il y ait cette structure n'implique pas que l'évolution soit continue, mais on peut parler d'évolution continue parce qu'il y a un sens à dire que deux températures sont proches. Il faudrait définir les notions de voisinage si on veut être plus précis mathématiquement, mais vous voyez de quoi on parle. Oui. Le fait que toute transformation soit continue, c'est un principe? Si on veut, c'est un principe, c'est un constat. De fait, la physique décrit le monde, enfin, les lois de la physique supposent ou prennent acte du fait, en tout cas décrivent le monde en tant que, enfin, continuellement. Décrivent l'évolution du monde d'une façon qui est continue, qui exige qu'elle soit continue, ne serait-ce que pour écrire la loi, parce qu'on a des dérivés ici, donc il faut bien que ce soit continu pour pouvoir, même que ce soit différenciable. Est-ce que c'est un principe? Oui, enfin du coup c'est un principe si on veut, mais c'est-à-dire que on constate le monde et on écrit et on essaye d'en rendre compte. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que toutes les évolutions sont continues. Donc, sans surprise, les lois de la physique qu'on écrit sont continues. Enfin, disons, impliquent des évolutions continues. Et si ce n'était pas vrai, les lois de la physique ne marcheraient pas si bien. Alors, peut-être que ce n'est pas vrai jusqu'au bout, et peut-être que les lois de la physique fonctionnent bien parce que la physique est à peu près continue, ou en tout cas dans tous les domaines où on a fait des expériences, et peut-être qu'il y a un moment, il faudra quitter cette idée de continuité, mais jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc, ouais, c'est un principe, mais enfin, c'est un constat, je dirais. C'est la meilleure façon qu'on a de décrire l'évolution du monde. On n'a jamais pris en défaut l'évolution continue d'un système physique. Mais peut-être parce qu'on ne sait pas assez bien le caractériser, etc. N'empêche. Ouais. Là aussi, on peut parler de symétrie. Cette évolution continue. Dans quel sens? Une réversibilité. Alors, ça pourrait être continu, mais pas réversible. D'accord. Ouais.
Oui, ça pourrait être continu, mais pas réversible. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon. Ok, donc on a un espace des états, et on va voir... Alors, donc, on a déjà un espace des états en physique classique, au sens où il y a une structuration de l'ensemble des états possibles, mais on va voir que la physique quantique, en fait, enfin, la découverte du monde quantique, enfin, de la réalité quantique du monde physique, ou si vous voulez, des caractéristiques quantiques de la réalité physique, comme vous voulez, en fait, consiste à identifier une structure particulière de l'espace des états que l'on ne soupçonnait pas du tout et qui est assez déroutante à première vue. En fait, c'est là que se situe le cœur, je dirais, de la physique quantique. Et après, bien sûr, il y a la question de la mesure, avec cette idée de constat du résultat d'une interaction qui est nécessaire pour réaliser une mesure. Et donc, là, il y a un nœud. Donc, là, ça a été résolu, parce qu'on a pris acte de comment le monde se manifestait à nous. Alors, résolu, ça ne veut pas dire que c'est le dernier mot, mais en tout cas, voilà. On a réussi à identifier une structure de l'espace des états qu'on ne soupçonnait pas et qui était absolument capitale. La question du constat du résultat d'une mesure, ça, c'est une question qui est plus complexe parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire constater, tout court. Donc, évidemment, le problème demeure, en tout cas, mais il se pose d'une façon enrichie par notre compréhension de la réalité quantique. OK. Bien. Ben, je crois qu'il est temps de passer à l'exemple, enfin, à l'exemple par lequel tout est arrivé. Alors, vous savez, l'histoire de la physique quantique démarre avec Planck en 1900, quand il postule que les échanges électromagnétiques les échanges d'énergie entre la matière et le champ électromagnétique se fait par paquet, à une fréquence donnée, se fait par paquet d'énergie proportionnelle à cette fréquence. Je crois que j'en ai parlé quand on a parlé du corps noir, déjà, enfin, avec l'introduction de la fameuse constante de Planck. Donc ça, c'est en 1900, pour expliquer le rayonnement du corps noir. On pourra y revenir si vous voulez, mais OK, donc il y a ça. Ensuite, cette idée-là d'interaction par paquet, à une fréquence donnée, d'interaction par paquet d'énergie avec la matière, a ressurgi dans l'explication par Einstein de l'effet photoélectrique. En 1905. Ensuite, les phénomènes quantiques, au sens de quantification d'entités individuelles, de quantités fixes, dont on ne peut avoir que des multiples, ou en tout cas quelque chose justement qui n'est pas continu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à une fréquence donnée du rayonnement électromagnétique, ou une longueur d'onde, c'est pareil, on ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. On peut avoir une fois ça, deux fois ça, trois fois ça, 12 fois ça, 100 milliards 227 657 302 fois ça, mais pas n'importe quel nombre, virgule 2 fois ça. Donc ça marche par paquet, c'est ça l'idée du quantum, un quantum d'énergie associé à une fréquence donnée. Et donc on se dit, oulala, mais alors donc là, il y a quelque chose de discontinu. On ne peut pas passer de 1 à 2 de façon continue. Et donc, c'est effectivement une remise en cause de cette notion de continuité, d'où, c'est quelque chose de profond. Cette remise en cause est très, très, très profonde, est très, très, très douloureuse, je dirais, c'est pas une petite chose, justement parce que toute la physique est continue. Donc, avant de vous expliquer comment, en fait, la physique quantique pourrait l'être malgré tout, prenons d'abord acte qu'il semble bien qu'il y a quelque chose de discontinu qui se produit. Oui? Je peux très bien la différence. D'un côté, on a eu Einstein qui, lui, a parlé d'effet photoélectrique. Ouais. Et vous parlez de quantum
Alors, il n'y a pas de divergence. Où est la similitude, plutôt, vous voulez dire où... Enfin, j'avais entendu dire que d'un côté, il y a une violente, pas incompréhension, mais prise en compte, compréhension des effets. D'un côté Einstein, de l'autre côté les physiciens quantiques. Et là, on se retrouve avec les quantums et l'effet photoélectrique qui sont le même phénomène. Ah oui. Non. Einstein a joué un rôle capital dans l'émergence de la physique quantique. Hein. Il ne faut pas penser le contraire. Via effectivement la compréhension de l'effet photoélectrique, je vais effacer là avec notre fameux alcool. Ouais. Ça m'amuse toujours de faire ça. On se dit que ça ne va pas marcher, mais en fait, ça marche. Donc, ok. Ah, j'ai passé espace des états, mais je suis sûr que vous l'avez bien enregistré. Bon, de toute façon, on va voir surgir cet espace des états d'une façon déroutante. Donc, l'effet photoélectrique, comment interviennent les quantas d'énergie associée au rayonnement dans l'effet photoélectrique. En deux mots, hein, rapidement. Vous avez ici un métal et vous envoyez un rayonnement de la lumière dessus. Et la lumière peut arracher des électrons. Donc en interagissant, donc, il y a une interaction lumière-matière. Qui conduit à arracher un électron. Donc ce qu'on appelle l'ionisation. Alors, première chose, ça veut dire qu'il y a de l'énergie dans la lumière. Ça, on le sait, hein, il suffit de se mettre au soleil pour constater que ça chauffe. Donc, il y a de l'énergie dans la lumière, ok. Et en interagissant avec des atomes, il est possible que cette lumière arrache un électron qui, sinon, enfin, alors, je vais faire un nuage électronique comme ça, avec un noyau, et donc vous pouvez arracher un électron, on va prendre des images classiques, peu importe, et très bien, voilà. Et vous pouvez le constater parce que vous pouvez faire un courant électrique, vous pouvez récupérer, si vous mettez un champ électrique, vous pouvez récupérer ces électrons, faire passer un courant et vous le constatez. Alors, le constat de l'effet photoélectrique, c'est ça, c'est que vous pouvez alimenter un courant avec de la lumière, quoi, hein. Enfin, en tout cas, constater un effet électrique à partir de la lumière, donc effet photoélectrique. Alors, le constat expérimental, c'est que si vous augmentez l'intensité de la lumière, bien vous augmentez l'intensité du courant. C'est assez naturel. Si vous envoyez 3 photons, enfin si vous envoyez quelques photons et que vous arrachez quelques électrons, ça va faire voilà, peu de charge créée, peu de courant, etc. Si vous envoyez 10 000 fois plus de lumière, vous allez créer 10 000 fois plus d'électrons qui vont faire un courant 10 000 fois plus grand. Tout ça est très clair. Mais le constat est le suivant, c'est qu'il y a besoin d'une fréquence minimale à la lumière pour arracher les électrons. C'est-à-dire que si vous envoyez une lumière avec une longueur d'onde très faible, par exemple une onde radio c'est de la lumière, hein. Enfin c'est de la lumière pas visible, mais c'est une onde électromagnétique au même titre que la lumière, c'est juste une longueur d'onde plus grande. Eh bien, vous pouvez envoyer une onde radio comme vous voulez sur un bout de métal, vous n'allez pas arracher des électrons. Et ce qu'a compris, alors donc je vais noter ici, donc il y a une fréquence minimale, note nue la fréquence, peu importe. Et
le fin mot de l'histoire, c'est que, justement, comme l'avait vu Planck, enfin, comme l'avait postulé Planck pour expliquer le rayonnement du corps noir en 1900, ce qu'il y a, c'est qu'à une fréquence donnée est associé un quantum d'énergie donnée qui est proportionnel à cette fréquence. Le coefficient de proportionnalité, c'est une constante. Sa valeur dépend évidemment des unités choisies, mais c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, qui est très très faible dans les unités qui nous sont familières. C'est pour ça qu'on n'avait pas constaté qu'il y avait ces paquets, qu'on pouvait avoir un multiple entier de ces paquets, parce que passer de l'un au suivant, ça a l'air complètement continu à notre échelle, parce que dans nos unités habituelles, on est sur du 10 puissance moins 34, donc 0,0, donc ça bouge à la 34e décimale, donc évidemment, vous ne voyez pas vraiment que ce n'est pas continu, quoi. Sauf quand on fait des choses un petit peu précises et un petit peu dans le détail, ou qu'on amplifie l'effet de ces choses-là, enfin bon, voilà. En tout cas, voilà ce qu'il en est. Et donc l'explication de l'effet photoélectrique, c'est que pour arracher un électron des atomes, alors pour le faire passer dans la bande de conduction, si on parle d'un métal, etc., je ne rentre pas dans les détails, ça n'a aucune importance, pour rendre un électron conducteur là-dedans, pour le libérer du noyau ou de la structure métallique qu'on considère, il faut lui donner une certaine énergie, parce que, si vous voulez, il est attiré par le réseau cristallin du métal, ou si c'était un atome seul, il est attiré par le noyau de l'atome, il n'a pas envie de partir, mais si vous lui donnez assez d'énergie, évidemment, vous allez l'éjecter, et à ce moment-là, vous pouvez démarrer l'effet photoélectrique. Et donc, il lui faut une certaine dose d'énergie qui est supérieure à l'énergie qui le lie au noyau, d'accord ? Et si vous ne donnez pas assez d'énergie, vous pouvez envoyer autant de photons que vous voulez, il ne se passera rien. Et c'est ça le constat de l'effet photoélectrique, c'est que si vous envoyez de la lumière à un seuil inférieur à cette fréquence minimale, vous pouvez augmenter autant que vous voulez le nombre de photons que vous envoyez, le flux de photons, donc l'intensité de la lumière, il ne se passera rien. En revanche, dès que vous atteignez la fréquence minimale, même si vous en envoyez 2 ou 3 des photons, ça suffit. Donc vous voyez, c'est important. Ce qui compte pour piloter l'effet photoélectrique, c'est bien sûr l'intensité de la lumière. Plus vous en mettez, plus il y a d'effet photoélectrique, mais à condition que vous puissiez démarrer le phénomène. Donc si vous êtes en dessous du seuil d'énergie permettant d'arracher un électron, peu importe l'intensité que vous mettez. Donc, ce n'est pas juste l'intensité qui compte. Donc, vous voyez que peu importe l'intensité que vous mettez, il n'y aura pas d'effet photoélectrique parce que chacun... Donc, c'est là que l'interprétation par Einstein, c'est qu'en fait, le rayonnement lumineux, ce n'est pas juste une onde qui pourrait avoir une intensité plus ou moins grande. Et donc, à chaque intensité correspond une énergie plus grande. C'est pas juste ça, en fait. Le rayonnement est constitué de grains de lumière, de photons, en tout cas dans son interaction avec la matière. Aujourd'hui, on a une description plus fine de ça, mais dans l'interprétation, la lumière est constituée de grains de photons, donc avoir plus d'intensité, c'est pas avoir plus d'énergie. Enfin, oui, il y a plus d'énergie dans le rayonnement, mais c'est constitué de petits grains qui chacun ont tous la même énergie. Il y a juste plus de grains. D'accord ? Et l'interaction de la lumière avec la matière se fait pas par l'énergie globale qu'il y a, mais se fait individuellement par chaque grain. Et donc, si chaque grain n'a pas assez d'énergie, il ne se passera rien, même si vous en mettez beaucoup. Vous voyez l'idée ? Donc, vous voyez que c'est pour ça que l'interprétation d'Einstein des effets photoélectriques donne corps à la notion de photon. C'est pas Einstein qui a introduit le mot photon, je crois, mais
Enfin, c'est dans ces années-là. Donc voilà le lien. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok. Donc, quelle heure est-il? Ouais, alors on continue un petit peu. Je vais vous donner les faits associés à une mesure, associés à une certaine grandeur physique sur un certain système physique. Et alors c'est l'expérience de Stern et Gerlach. Est-ce que vous avez entendu? Oui. La formule qui est active avec l'énergie d'un photon, ouais, de fréquence nue. Mais la fréquence, c'est pour une onde. C'est quoi la fréquence d'un photon? Alors, c'est ça, c'est que effectivement, c'est quand même des ondes électromagnétiques avec une certaine fréquence, une certaine longueur d'onde. Mais le constat, c'est que c'est des ondes du champ électromagnétique. Le champ électromagnétique, il est partout, mais il peut être déformé, voilà. Et ça se propage sous forme d'onde, on a parlé déjà de ça. Il se trouve, apparemment, que les ondes électromagnétiques, ou que le champ électromagnétique, d'ailleurs plus généralement, interagit avec la matière uniquement par paquets. C'est-à-dire que si vous avez un atome ici, qui a une onde qui passe, ou un champ électromagnétique qui est présent quelque part, il ne peut y avoir interaction entre les deux que via l'échange d'un paquet d'énergie h nu. Ça n'empêche pas que l'énergie de l'onde électromagnétique soit présente, et elle est continue. C'est là où... Mais l'interaction, l'échange d'énergie, l'interaction, c'est-à-dire ce qui fait que ça va modifier l'état du système en question, en fait, quelque part, c'est une mesure au sens où on l'a dit, sauf qu'il n'y a pas forcément de constat. Mais au bout du compte, il y a un constat, donc oui, c'est une mesure aussi. L'échange se fait, d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, c'est discontinu quand on le constate, mais donc cette interaction met en jeu forcément une quantité minimale d'énergie qui est h nu, et ce n'est pas juste une quantité minimale, c'est que, au sens où il faudra un step, et puis après ça pourrait être continu. Non, c'est par palier, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 12, mais rien d'autre. Oui, c'est des multiples de la... C'est des multiples, ouais, c'est ça. Des multiples de cette énergie minimale, qui est le minimum, ce qu'on pourrait dire, d'énergie qui peut s'échanger entre le champ électromagnétique, qui est ce qu'il est de son côté, et le champ matériel, ou disons un atome, qui est ce qu'il est de son côté. Il y a une possibilité d'interaction, et cette interaction, en fait, se fait par quanta. Donc ce n'est pas le champ électromagnétique qui est quantifié proprement dit, c'est l'interaction électromagnétique avec la matière. Mais évidemment, on peut le dire aussi que le champ est quantifié de ce point de vue-là, mais il faut savoir que c'est ça que ça veut dire, en fait. Parce que l'énergie dans le champ électromagnétique, ça peut être n'importe quoi, en fait. Mais elle respecte quand même à chaque fois la formule E égale l'énergie. Quand il y a une interaction, oui. Enfin, dans les échanges d'énergie entre un système bien identifié matériel et un système bien identifié électromagnétique, enfin le champ électromagnétique, si je constate un résultat, si je constate une influence, cette influence fera intervenir un échange d'énergie qui est un multiple de ça. Est-ce que c'est défini chimiquement l'énergie d'une onde électromagnétique? Oui. Une fréquence multiple de la fréquence minimale. Redites-le. L'énergie d'une onde électromagnétique Ouais. n'est pas une fréquence multiple. Alors, on va le voir, c'est lié à la structure de l'espace des états. Donc, je pourrais répondre à cette question après, reposez-la si j'oublie, mais vous verrez comment ça se passe. Alors, Stern et Gerlach. « 1922. Ceci est l'expérience la plus fantastique de l'histoire de la physique.
Bon, je sais pas, on ne peut jamais dire des choses comme ça. Il y en a beaucoup des expériences fantastiques, mais celle-là est incroyable. Bon, et alors, c'est toujours pareil, en fait, on a réalisé à quel point elle était profonde un peu plus tard. Enfin, sur le moment, ça a été clair que le résultat était attendu par toute la communauté scientifique mondiale. Et on a compris, enfin on a su très très tôt que c'était extrêmement significatif. Et d'ailleurs, elle a été faite dans un but, enfin c'est pas par hasard, elle a été faite en visant quelque chose. Alors il se trouve qu'en fait ce que ça a révélé c'est autre chose que ce qu'on croyait, mais qui était apparenté quand même, et donc c'était, bon, tout ça s'inscrivait dans une réflexion générale d'études de ce qu'on appelait la quantification spatiale, qui est liée à un autre problème, enfin un autre élément de l'histoire de la physique quantique que je n'ai pas mentionné, donc Planck 1900, Einstein, l'effet photoélectrique 1905, et puis il y a le modèle de bord de l'atome, où c'est quelque chose qui avait été constaté. Vous savez que un atome peut émettre de la lumière seulement à des énergies bien précises, qui correspondent à la différence d'énergie entre deux configurations électroniques. Voilà une configuration, en voilà une autre. En voilà une autre, par exemple, je représente des choses, voilà. Donc, un noyau et un nuage électronique autour, qui peut être dans différentes configurations. Donc là, on va dire que ça, par exemple, c'est l'état fondamental, c'est-à-dire l'état d'énergie minimale. Je vais appeler ça E0, l'énergie E0. Puis là, c'est une configuration dans laquelle l'atome a une énergie E1 plus grande. Et puis ça, c'est une configuration dans laquelle l'atome a une énergie encore plus grande, E2. Et donc, il y a des configurations comme ça qui sont pas forcément stables un temps infini, mais qui sont identifiées comme des configurations particulières, qui vérifient certaines propriétés. S'il n'y avait pas de champ électromagnétique pour interagir avec, ce serait stable, mais bon, enfin bref, je ne vais pas trop dans les détails. Mais l'idée, c'est que quand vous envoyez de la lumière sur un atome qui, au départ, est dans son état fondamental, si la lumière a justement une énergie, une bonne énergie, disons une bonne fréquence, je veux dire, telle que l'énergie associée à cette fréquence, h nu, donc l'énergie du photon, c'est-à-dire du quantum d'interaction avec la matière, si l'énergie du photon est égale à la différence d'énergie entre cet état-là et cet état-là, alors le photon peut être absorbé et l'atome se met dans cet état-là. C'est une autre manifestation de la quantification de l'interaction. Si vous envoyez un photon avec... Enfin, en fait, c'est une généralisation de ce que je viens de dire sur l'effet photoélectrique. Si vous envoyez un photon avec une énergie plus faible que ce qu'il faut pour passer au premier état excité, on appelle ça des états excités, il ne se passera rien parce qu'il n'y a juste pas assez d'énergie. Alors, vous pouvez envoyer plein de lumière, donc vous pouvez avoir plein d'énergie dans la lumière, mais cette énergie se fera... cette énergie ne peut s'échanger ou se communiquer à un atome que par paquet de h nu. Et si h nu est trop faible pour passer là, eh ben, l'atome ne passera jamais là. Mais si vous envoyez la bonne fréquence, hop, il va passer là, l'atome. Et donc, si vous envoyez un rayonnement avec plein de fréquences différentes, la fréquence particulière qui permet de passer là, elle va être absorbée.
Et donc, toutes les autres fréquences vont continuer, et cette fréquence, elle va être absorbée. Et puis, si vous envoyez aussi de la lumière avec une énergie qui permet de passer directement là, avec une énergie plus grande, alors c'est pareil, cette fréquence va être absorbée. Donc, quand vous envoyez de la lumière à toutes les longueurs d'onde, on va dire, en fonction de la longueur, enfin, je mets de la fréquence, en fonction de la fréquence, si vous envoyez de la lumière, je ne sais pas, avec un spectre comme ça, donc ça c'est l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Bon, je vais faire mieux que ça, je vais faire un spectre pas très réaliste, mais peu importe, pour les besoins de l'explication. Si vous envoyez de la lumière, tout ça c'est l'intensité de la lumière en fonction de la longueur, de la fréquence. Vous envoyez de la lumière, vous avez la même intensité à toutes les fréquences. Vous faites passer à travers la matière comme ça, et vous allez voir que vous allez récupérer, hop, il va y en avoir moins là, et puis vous allez en avoir moins là aussi. Ça, c'est tous les photons. Donc après être passé à travers la matière, il y a plein de photons qui se sont fait absorber pour faire passer sur le niveau vert ici. Et donc il manque ces photons-là. Et il manque à l'énergie qui correspond, enfin à la fréquence qui correspond à h nu égale la différence entre les deux énergies, puisque l'énergie se conserve. Et puis, pareil, il va vous manquer tous les photons qui se sont fait absorber parce qu'ils ont fait passer l'atome de l'état fondamental à l'état doublement excité ici. Inversement, si vous démarrez avec des atomes avec disons une grande température, de sorte qu'il y en a plein qui sont déjà excités, et juste vous les laissez, et vous allez voir que spontanément, ces atomes vont émettre de la lumière, c'est-à-dire que ce corps-là, enfin cet état-là de l'atome, va évoluer vers l'état fondamental, et ce faisant, il va perdre de l'énergie, mais l'énergie se conserve, il va émettre un photon qui est exactement la fréquence telle que l'énergie associée à cette fréquence est égale à la différence des énergies. Ouais. Et, question peut-être naïve, je n'ai pas compris, mais si vous envoyez de l'énergie, donc des photons, de la bonne énergie, ouais, résonante, disons, ouais. sur l'état E0, pour le faire passer vers E1. Ouais. Comment constater qu'il est passé à l'état E1? Alors, tout ce qu'on constate, effectivement, c'est que ça a été absorbé. D'accord? Ça, on peut voir qu'il y en a moins. Alors, comment voir qu'il est passé à l'état 1? Alors d'abord, on peut invoquer que l'énergie se conserve, donc il a dû se passer quelque chose, mais ok, ça pourrait avoir fait autre chose. Mais justement, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, si on prend ce gaz-là, enfin ce gaz, si c'est un gaz d'atome, ou si, enfin, ces atomes-là, à travers lequel on a fait passer la lumière, et que maintenant on regarde ces atomes. Alors par exemple, donc je mets les atomes, voilà, je les mets comme ça, j'envoie de la lumière par là, et je regarde ce qui reste là. Et ce qui reste là, c'est ça. Enfin, alors je vais le faire dans l'autre sens. J'envoie de la lumière ici, qui a un spectre continu, et puis à la sortie, je regarde, et je vois qu'il manque ceux-là. Donc ils se sont fait absorber, ça c'est sûr. Enfin, ils ont disparu. Et puis si maintenant je regarde par là, en fait, je vais constater que les atomes qui ont absorbé un photon, qui se sont trouvés dans cet état-là ou dans celui-là, en fait, à un moment, ils vont se désexciter parce que la nature préfère aller dans un niveau d'énergie plus bas. Il faudrait préciser tout ça autrement. Mais qu'est-ce que je vais voir en regardant par là? En fait, je vais voir qu'il y a de l'émission de lumière et je vais voir exactement de l'émission de lumière à deux fréquences bien particulières, la verte et la rouge. C'est là que je vais voir, ah ok, donc en fait il y avait un atome dans un état excité qui s'est déexcité en émettant la lumière. Quelle lumière? Exactement la même fréquence. Alors on ne voit pas l'atome, mais disons, décrire l'atome comme étant passé dans un niveau excité fonctionne bien. Alors après, et c'est là le modèle de bord, après on peut se dire, ok, quels peuvent être, comment comprendre cet écart d'énergie? C'est-à-dire comment comprendre exactement la fréquence correspondante, alors fréquence ou énergie c'est pareil, hein, moyennant cette conversion. Pourquoi, si je mets ici de l'hydrogène, là dans mon nuage d'atomes, si je mets de l'hydrogène,
je vais avoir certaines fréquences qui disparaissent. Si je mets, je ne sais pas, la vapeur de mercure, je vais avoir d'autres fréquences qui disparaissent. Si je mets du sodium, je vais avoir encore autre chose, enfin qui disparaissent ou qui apparaissent, suivant si je regarde le spectre en absorption, comme on dit, ou le spectre en émission. Mais à chaque fois, les raies absorbées sont les raies émises, donc voilà. Mais c'est caractéristique de chaque atome. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. La spectroscopie, c'est connu depuis le début du 19e siècle. Enfin, disons, première moitié. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'hélium dans le Soleil. On a vu qu'il y avait des raies particulières qui étaient émises par le Soleil, qui correspondaient à aucune des raies particulières qu'on voit dans les éléments sur Terre qu'on connaissait. Et là, on a postulé l'existence d'un élément spécial qui existe dans le Soleil et pas sur Terre. Et on l'appelait hélium parce que Hélios, quoi. Et après, 11 ans plus tard, on a découvert sur Terre qu'il y en avait un petit peu quand même, il y a quelques traces, etc. Donc vous voyez, la spectroscopie, l'idée d'associer des raies particulières à des atomes, c'est connu depuis bien longtemps, enfin bien avant la physique quantique, mais la question se pose, ok, est-ce qu'il y a moyen de comprendre pourquoi c'est ces énergies-là plutôt que d'autres? Et le modèle atomique de Bohr permet de faire ça, et c'est tout à fait extraordinaire, à partir d'une hypothèse qui est que, il essayer de voir quels sont les niveaux possibles d'excitation d'un atome. Alors prenons le cas de l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène. L'avantage de l'atome d'hydrogène, c'est qu'il est effectivement très simple. Il y a juste un proton et un électron. Alors, dans le cadre du modèle de Bohr, on est dans une situation où le proton est supposé ponctuel au centre, beaucoup plus massif que l'électron, donc il ne bouge pas, et puis l'électron est un point ici qui est attiré par le proton. Donc s'il n'était pas muni d'un mouvement, il tomberait sur le proton, parce qu'ils sont de charge négative, enfin charge négative, charge positive, donc ils sont de charge opposée, donc ils s'attirent. Mais exactement comme la Lune tourne autour de la Terre, en fait, si l'électron a une certaine vitesse, ben, en fait, il peut être sur une orbite comme ça. Et on a vu que la force électrostatique, vous vous rappelez, c'est exactement la même forme que la force gravitationnelle. Hein. Donc en fait, l'analogie semble très bonne. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire, si vous voulez, le modèle atomique planétaire, où vous avez un noyau. Alors dans le cas de l'atome d'hydrogène, c'est simple, il n'y a qu'un proton, mais si c'est des noyaux plus lourds, ben, vous avez plusieurs protons là-dedans, très bien, puis des neutrons pour stabiliser, mais peu importe. Le neutron n'était pas connu à l'époque, de toute façon. Mais donc on a un noyau chargé positivement, on a des électrons qui tournent autour. Dans le cas de l'hydrogène, c'est facile, il n'y en a qu'un, on doit pouvoir faire le calcul. Mais ce qui se passe, c'est que dans un système gravitationnel, vous avez la Terre et la Lune qui tournent autour. Vous pouvez dire, ok, si je mets plus d'énergie dans le système, en fait, disons, je peux avoir un continuum d'énergie possible dans le système. La Lune pourrait tourner plus loin, elle pourrait tourner plus près. Oups. Elle pourrait tourner encore plus près. Et donc, à chaque distance du centre correspondent des énergies différentes. C'est très naturel. Et il n'y a aucune quantification là-dedans. Toutes les énergies sont possibles, bien sûr. Or, si on veut comprendre le spectre d'émission ou d'absorption des atomes d'hydrogène, en termes de changement d'orbite de l'électron, en fait, hein, changement d'énergie de l'atome, on va être obligé de supposer que seulement certaines orbites sont possibles, qu'on peut être seulement à certaines distances. R0, R1, R2. Donc vous voyez l'idée, c'est de se dire qu'en fait, il y a seulement certaines orbites qui sont permises. Et donc, on peut faire passer, si on interagit avec la lumière, si on envoie de la lumière sur cet atome, l'électron qui est sur cette orbite pourrait, hop, sauter en celle-là. On parle de saut quantique. Toutes ces notions-là sont des vieilles notions qu'il faut, qui
qui n'ont plus aucune pertinence. C'est comme tout à l'heure, j'ai failli évoquer la fameuse notion de dualité onde-corpuscule, comme vous posez la question. Ces notions-là, il faut les oublier. C'est des reliques de l'ancien temps. Au moment où on essayait de caractériser les choses, aujourd'hui, on a une vision bien plus claire du cœur de la physique quantique, mais on a gardé des termes comme ça. Bref. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'effectivement, donc là, ce serait l'orbite blanche, là, l'état fondamental. Là, c'est le premier niveau excité, et puis ça, c'est le deuxième niveau excité. Voilà. L'électron peut tourner à différentes distances du centre. C'est assez naturel comme idée, sauf que la question, évidemment, c'est et pourquoi une orbite intermédiaire n'est pas possible? Parce que, enfin, comme pour la Lune, comme pour la gravitation. Et ça n'a aucun sens de dire qu'on ne pourrait pas tourner à cette distance-là, dans un modèle comme ça. Et c'est là que Bohr arrive avec cette idée géniale, qui est la quantification du moment angulaire Alors, qu'est-ce qu'on appelle moment angulaire? Et puis après, on va faire la pause quand même. Voilà, on a un peu débordé. Enfin, si vous voulez, mais je pense que c'est mieux, oui, enfin, comme vous voulez. On peut faire une pause rapide. La quantification du moment angulaire. Alors, le moment angulaire, c'est quoi? C'est la quantité de rotation, si vous voulez. Et donc, ça désigne la quantité de rotation qui dépend de... alors, quelle est la masse qui tourne? En fait, voilà. Imaginez un mouvement de rotation, comme ça, voilà. Enfin, voilà. Et le moment angulaire, en fait, je vais vous le définir, hein, c'est la distance, dans le cas de quelque chose de circulaire comme ça, c'est la distance M-O-M vectoriel M-R-V. Voilà. Donc, c'est proportionnel à la masse qui tourne. S'il y a plus de masse qui tourne, il y a plus de quantité de rotation, si vous voulez. C'est proportionnel à la distance. Si vous tournez plus loin, si vous avez déjà joué à la ronde, vous savez que celui qui tourne en bout de chaîne, là, enfin, en fait, il doit avoir une vitesse plus grande, mais s'il est plus loin, ça compte, c'est aussi plus de rotation. Donc, c'est proportionnel à la vitesse, à la distance à laquelle on tourne et à la masse. Peu importe, c'est une grandeur physique qui se définit et qui se trouve être quelque chose qui se conserve quand il n'y a pas des forces qui agissent. C'est ça qui fait que si vous faites tourner une toupie, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Alors, vous allez me dire, elle précesse, mais ça, c'est parce qu'il y a la force gravitationnelle. Si vous faites tourner un gyroscope qui n'est pas posé quelque part, enfin, la force gravitationnelle plus la réaction du support. Si vous faites tourner un gyroscope, il tourne, il y a une certaine quantité de rotation, donc un certain moment angulaire, moment cinétique, on dit aussi en français, et ça ne change jamais. Ça continue à tourner ad vitam aeternam, toujours dans la même direction. Donc, il y a à la fois une quantité ici, mais il y a aussi une direction. Donc, en fait, je vais représenter, je vais l'écrire proprement. On l'appelle sigma, cette chose-là. Par exemple, ou J, ou appelons le sigma. Donc, c'est un vecteur dont la norme vaut la masse fois la distance fois la vitesse, très bien, et c'est porté par un certain vecteur qui est le vecteur qui est parallèle à l'axe. Hein, donc, voilà, l'axe de rotation est comme ça. Quand les électrons ou la Lune autour de la Terre tournent comme ça, on attribue un vecteur. Donc, on désigne la direction, parce qu'on peut tourner comme ça, on peut tourner comme ça, on peut tourner comme ça. Donc, on caractérise la direction dans laquelle se fait le plan, en fait, dans lequel se fait la rotation, en donnant l'axe orthogonal à ce plan.
C'est assez naturel, donc on peut associer. Donc vous voyez que pour chaque mouvement de rotation comme ça, il existe un certain moment angulaire. Et pourquoi cette combinaison particulière de grandeur physique est importante? Parce que c'est précisément ce qu'on peut montrer avec les lois de Newton en 2 lignes, que cette chose-là est une chose qui se conserve, sauf si on arrive et qu'on fait tourner le corps par ailleurs avec une force particulière qui le fait tourner. Mais sinon, cette grandeur-là est la caractérisation intrinsèque de la rotation d'un corps qui est constante au cours du temps si on fait rien. Oui. Pourquoi quantification? Alors. Parce que si on balance donc si on balance un électron dessus, on pourrait dire qu'on augmente la vitesse de rotation. Oui, alors donc justement, a priori, effectivement, on se dit on pourrait donner un peu d'énergie à cet électron et puis il irait plus vite. Enfin, si je le tape comme ça, il va aller plus vite et puis je vais lui donner de l'énergie, puis il va changer d'orbite, exactement comme je ferais avec la Lune. Ou voilà. Je peux au contraire le faire taper contre quelque chose, ça va le ralentir, il va changer d'orbite et voilà. Donc on se dit a priori tout est possible là-dedans, sauf que on constate que si on interprète effectivement les différentes énergies d'un atome, qu'un atome peut avoir comme différentes orbites de l'électron autour du noyau, alors manifestement, il y a seulement certaines orbites qui sont possibles. Ce qui paraît complètement fou, ce qui est contradictoire avec la physique la plus immédiate. Mais Bohr constate que si on fait une hypothèse supplémentaire qui est que le moment angulaire, cette grandeur-là, et il y a une grandeur comme ça pour chaque orbite, d'accord? L'électron, il a la masse qu'il a, sa vitesse et son rayon, enfin, il y a un lien entre les deux parce que, compte tenu de la force d'attraction par le proton, chaque orbite correspond à une valeur comme ça. Et lui, il dit, en fait, manifestement, toutes les orbites ne sont pas possibles, donc tous les moments angulaires ne sont pas possibles. Et ce qu'il constate, c'est que si on fait l'hypothèse que le moment angulaire, qui se trouve avoir les mêmes unités physiques que le h de Planck, la constante de Planck, si on dit que le moment angulaire, sigma, est forcément un multiple entier de h divisé par 2pi. Alors pourquoi 2pi? On me dirait, on parle d'un truc qui tourne, après tout, 2pi c'est le périmètre d'un cercle de rayon unité. Enfin bon, peu importe, c'est des définitions. En tout cas, si on dit qu'on a un quantum de moments angulaires et qu'il ne peut exister dans l'univers que des moments angulaires qui sont multiples de ce quantum-là, qui a l'air de sortir du chapeau, mais qui était déjà sorti du chapeau, en fait, avant, qui était déjà présent. La même valeur, si on dit que le moment angulaire est en fait, c'est-à-dire que cette grandeur qui intervient dans le rapport entre l'énergie et la fréquence d'un photon, et qui se trouve avoir les dimensions physiques d'un moment angulaire. Si on dit qu'en fait, de même qu'on peut avoir que des multiples de cette énergie-là, on ne peut avoir que des multiples, en fait, du moment angulaire, celui-là, eh bien, du coup, ça impose seulement certaines orbites, ok? Et du coup, faisons le calcul, quelles sont les orbites autorisées, celles qui font que le moment angulaire est multiple de ça? Ça veut dire qu'on a seulement certaines orbites autorisées, et on peut regarder quelle est la différence d'énergie entre les orbites autorisées. Et qu'est-ce qu'on trouve? Exactement les énergies de la lumière absorbée ou émise par l'atome d'hydrogène. Et ce n'est pas juste 2 raies, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Si vous avez cette raie-là qui est possible, vous pouvez passer de là à là en énergie. Et vous pouvez passer de là à là. Et vous pouvez aussi passer de là à là. Donc à chaque fois que vous avez cette énergie et celle-là qui est possible, vous avez aussi cette énergie qui est possible. Et c'est le cas. Ça marche pas. Et là, en fait, vous pouvez calculer plein de raies, là. Vous avez plein d'orbites possibles, et toutes les différences d'énergie entre ces orbites-là sont possibles, du coup, et ça vous donne exactement le spectre de l'atome d'hydrogène. C'est absolument incroyable. Ou plus exactement, c'est évidemment pas par hasard.
C'est sûr que ça capture quelque chose de la réalité physique qui est présent et on peut agiter les bras tant qu'on veut. Ceci est vrai, point. D'accord? Oui, c'est vraiment fou. Donc ça, c'est Bohr. Évidemment, ça donne une renommée à Bohr qui est assez, assez solide. Oui, oui. Pour autant, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que l'idée d'un électron qui se trouve quelque part et qui tourne, ça n'a pas le moindre sens parce qu'on sait par ailleurs, par les lois de l'électromagnétisme, que si vous avez une charge comme ça elle est forcément accélérée, cette charge, parce que si elle n'était pas accélérée, elle irait tout droit. Donc elle est accélérée, mais on sait par quoi. Elle est accélérée par le champ créé par le proton, etc. Et ça, une charge qui est accélérée, ça émet de la lumière et ça rayonne continuellement de la lumière, donc ce serait impossible qu'on ait un état où l'électron, dans son état fondamental, reste là et tourne autour sans rien émettre, ça n'a pas de sens. Alors en fait, tout ça a été réinterprété après coup, mais ce qui était incontournable et qui le reste, c'est qu'il y a une quantification, il y a une quantification du moment angulaire qui se manifeste différemment de ce modèle naïf avec des objets ponctuels, etc. Vous savez, après, on a étendu cette pseudo-dualité corpuscule à tout élément de matière. En fait, donc on a un champ électronique, etc. Parler de localisation, ça n'a aucun sens, mais néanmoins, parler de son moment angulaire qu'on peut classiquement interpréter comme effectivement le moment angulaire d'une orbite circulaire, parler de son moment angulaire, ça a un sens, même si ce n'est pas la vision naïve d'un corps ponctuel qui tourne de façon bien définie autour d'un atome. Mais, donc, l'élément clé, en fait, c'est la quantification du moment angulaire, mais la vision qu'on en avait à cette époque-là n'était pas forcément... n'était pas juste et n'était pas non plus forcément très clair, parce qu'évidemment, Bohr n'ignorait pas qu'il y avait un problème de stabilité là, et enfin voilà. Simplement, le constat que quand on fait l'hypothèse que le moment angulaire est quantifié, on obtient exactement toutes les règles de l'hydrogène comme il faut, ce constat-là, il est juste incontournable. C'est ça que je disais qui est incontournable. C'est comme ça, point. Voilà. Maintenant, pourquoi, comment, quel est le vrai support ontologique derrière, voilà, comment décrire réellement un électron, un atome, etc. Tout ça est venu petit à petit. Mais, et donc on va faire la pause et après je reprendrai avec Stern et Gerlach, il est clair qu'à partir de toutes ces idées, il y a une réflexion profonde sur qu'est-ce que ça veut dire que le moment angulaire est quantifié. Est-ce que c'est vraiment quantifié ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça apparaît comme ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est la conséquence d'autre chose? Après, il y a une autre expérience importante qu'on appelle l'effet Zeeman. 2N ou 1N? Si c'est allemand, ça devrait être 2, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Je crois qu'il n'y en a qu'un, étrangement. Si vous connaissez Zeeman, normalement, oui, mais ça me fait bizarre d'en écrire 2. Bon, oui, il y en a sûrement 2. L'homme de la mer. Bon. Qui fait état d'une... non, il n'y en a qu'un, hein, oui, c'est ça. Hein. C'est étrange parce qu'effectivement, c'est censé être... Bon, ok. Mais oui, ça me faisait bizarre d'en écrire 2. Bon, donc un seul, merci. Ça décrit le dédoublement de raies. En fait, je vous ai dit qu'on a des raies, donc des énergies bien particulières quand on fait passer de la lumière, donc soit en absorption, soit en émission. En fait, quand on met les atomes dans un champ magnétique, si ici je mets un champ magnétique, en fait, il y a un dédoublement des raies, c'est-à-dire que, enfin, dans certains cas, au lieu d'avoir cette raie-là, ici, on va avoir une raie un peu moins et puis une raie un peu plus, comme ça. Donc il y a une espèce d'interaction entre le champ magnétique et les orbites permises. Il y a des choses étranges, mais le champ magnétique, en même temps, c'est lui-même un champ électromagnétique, donc il fait partie du champ électromagnétique. Il y a des choses pas forcément bien comprises. En plus, il y a ce qu'on appelle l'effet Zeeman normal et
l'effet Zeeman anomale, non pas anormal, mais anomale, comme anomalie. Il y a des choses un peu étranges. Et bref, dans ces années-là, les gens se posent la question, est-ce que vraiment le moment angulaire est quantifié? Surtout, est-ce que cette quantification est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la quantification spatiale? Donc on parlait aussi beaucoup de quantification spatiale, c'est-à-dire que spatialement, il y a effectivement des orbites autorisées, ou bien est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a une manifestation de l'interaction avec la lumière et enfin, entre le champ électromagnétique, la lumière et les atomes, qui font que certaines orbites se manifestent, certaines orbites seulement se manifestent, qui revient à avoir cette quantification-là. Bref, exactement le statut de cette quantification n'est pas clair, mais manifestement, il y a quelque chose sous-jacent. Et donc, c'est dans ces réflexions générales que Stern et Gerlach ont eu l'idée d'une expérience très simple, très compliquée à mettre en œuvre parce qu'on était aux limites des capacités techniques. Ça leur a pris beaucoup de temps pour la mettre au point et obtenir les résultats. Ils ont failli renoncer, il y a des histoires absolument rocambolesques associées à ça. Et finalement, ils ont fait leur expérience pour tester cette quantification spatiale. Et la réponse était oui, c'est quantifié spatialement. Et je vais vous présenter leurs résultats après. Et vous verrez, c'est là que même si finalement, ce qu'ils ont mesuré, c'est pas du tout le moment, contrairement à ce qu'ils croyaient, c'est pas du tout le moment angulaire qui serait lié aux orbites des électrons dans les atomes, mais en fait un moment angulaire de spin, qui est un truc qui n'a aucun équivalent classique, mais qui est aussi un moment angulaire, et c'est lui qui s'avère être quantifié, et quantifié en fait, non pas avec la grandeur h sur 2pi, mais en fait ils ont trouvé plus h sur 4pi et moins h sur 4pi comme valeur. C'est étrange, mais vous constatez qu'entre moins h sur 4pi et plus h sur 4pi, il y a h sur 2pi. La différence entre les deux, ça reste le quantum de moment angulaire. Bon, c'est une anecdote. Et donc, en fait, ce qu'ils ont mesuré n'était pas ce qu'ils croyaient vraiment mesurer. Ce n'était pas un moment angulaire orbital comme ça, mais un moment angulaire de spin, un truc intrinsèque, sans équivalent classique, donc comment aurais-tu pu le savoir? Et puis on a découvert le spin que des années après, enfin on a compris le spin des années après. Néanmoins, leur expérience était suffisamment générique en quelque sorte pour révéler une quantification du moment angulaire. Ce n'était pas le moment angulaire qu'on croyait mesurer, mais c'était un autre moment angulaire. Et comme le moment angulaire est quantifié, eh bien ils ont vu cette quantification et ça a été évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et vous verrez après la pause toutes les autres choses qu'on peut tirer de cette expérience. Ok, stop.